Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a deux invités, Soraya et Ernest. Soraya Hosni, c'est une amie anthropologue qui est retournée en Tunisie il y a quelques années et nous a invités, Ernest, son ami de la Nouvelle-Calédonie. Donc, marhaba bikum. Merci Amine, merci à tous. Donc je suis Soraya Hasni, anthropologue, passionnée par la culture et par la vie en communauté, par le monde. J'ai un talent, on va dire, que j'ai essayé de déployer de par le monde, c'est de comprendre les autres, de comprendre ce qu'ils disent et de comprendre ce qu'ils veulent dire, même quand ils ne le disent pas forcément avec des mots. Donc j'ai travaillé dans plusieurs endroits au Chili, en Palestine, en Syrie, en Californie du Sud, au Vanuatu, en Calédonie. Peut-être j'en oublie encore, mais c'est pas grave. Et là, il y a quelques années, en fait, j'ai vraiment voulu rentrer en Tunisie pour travailler ici et pour voir comment je pouvais offrir, quelle contribution je pouvais faire moi pour la Tunisie. Donc, comme je suis de Sousse, je me suis installée dans la médina de Sousse et on a ouvert là il y a quelques semaines, mais avec la crise, on n'a pas fait l'ouverture officielle d'un centre culturel pour la communauté de la médina de Sousse. Et aujourd'hui, j'ai invité Ernest, mon frère de Nouméa, qui lui peut se présenter, mais surtout, je voulais que lui nous donne sa perspective sur sa communauté et sur les choses qu'on a à apprendre euh, des amis Kanak et qu'est-ce qu'ils peuvent offrir aux Tunisiens aujourd'hui en ce moment. Ok, donc moi je suis c'est Ernest Déméné. Donc je suis Kanak et Kanak des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. C'est en fait le pays il est composé de plusieurs îles. On a l'île principale et des petites îles qui sont à différents endroits, enfin côté ouest. Et donc moi je viens d'une petite île. Et en fait on discutait avec Soraya. Soraya, on évoquait la manière dont la communauté, le peuple kanak, en tout cas, il a réagi par rapport à la crise du Covid-19. Peut-être en amont, avant de rentrer sur cet aspect-là, peut-être que vous connaissez un peu la situation du pays aujourd'hui. Donc, il y a 2 années, là, il y a l'année dernière, ouais, il y a 2 années, on a eu un référendum en Nouvelle-Calédonie avec une question qui devait trancher l'avenir institutionnel du pays, avec l'idée de savoir si on devait devenir indépendant ou rester dans le giron de la France. Et donc, il y a eu un premier référendum et avec les accords de Nouméa, on a droit encore à deux autres référendums si le maintien dans la France il est prononcé. Donc, ça a été le cas pour le premier référendum. Et là, dans une période un peu particulière au pays, puisque la question politique, elle est prégnante et c'est quelque chose qui vient presser la culture finalement. Et en fait, l'arrivée de ce virus a déclenché quelque chose au niveau des tribus. Quand on a commencé à entendre les premiers cas en Australie, nous, en Nouvelle-Calédonie, les petites îles qui bordent la grande île, ils vivent, pour la plupart, ils vivent grâce au tourisme. Et les touristes qui viennent de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Et donc, quand on a commencé à entendre les premiers cas, les chefs coutumiers se sont levés pour arrêter toute l'activité économique, pour préserver les tribus. Donc, ça a été la première réaction, avant même que notre gouvernement
puissent s'organiser et donner des orientations pour faire face à la pandémie, quoi. On a aussi la particularité au pays d'être à cheval entre des compétences qui sont gérées par le gouvernement calédonien et en même temps l'État français qui est aussi présent. Et donc ça a été quand même quelque chose de particulier puisque les coutumiers sont venus là bousculer un peu les lignes. Jusque-là, on avait les institutions locales qui géraient le pays pour différentes situations. Et quand on est rentré en crise, enfin quand la crise a commencé à toucher le Pacifique, nos coutumiers ils ont réagi et les communes, les différents clans avec. Donc on a une première île qui a fermé j'allais dire ses barrières pour l'accès des avions ou des paquebots ou des bateaux. Et en parallèle, il y a toute la solidarité qui s'est mise en place. En fait, on a beaucoup de familles qui viennent, comme moi d'ailleurs. En fait, on a nos origines, on est originaire des petites îles et on vit à la capitale pour X raisons, pour le travail, pour plein de choses. Et en fait, quand nos coutumiers ont décidé de fermer les frontières, il y a une solidarité qui s'est mise en place. Et c'est quelque chose de particulier et qui n'est jamais arrivé avant. En fait, on a des institutions qui sont venues, qui sont rentrées dans la perspective dans lesquelles se sont lancés les coutumiers, en fait. Et c'était quelque chose de particulier puisque là, la question politique est arrivée en second plan. Et là, on était vraiment sur des coutumiers qui prenaient la main sur comment organiser les choses avec nos créneaux à nous, nos manières de fonctionner. Et les institutions, notamment celles des îles, on a les communes, on a les provinces qui ont été obligées, qui se sont associées aux coutumiers pour ramener des denrées alimentaires vers la capitale, pour organiser aussi pour ramener beaucoup d'argent aussi vers la capitale et organiser une forme de solidarité, quoi. Et ça s'est déclenché assez rapidement, assez tôt. Et c'est quelque chose d'assez particulier. On discutait la dernière fois avec Soraya, c'est quelque chose qui est c'est assez particulier et c'est quelque chose qui arrive comme ça je vais dire, au 21e siècle, au moment où on fait confiance plus aux institutions, quoi. Et là, il y a une crise qui nous rappelle qu'au final, on a aussi, nous, un mode de fonctionnement qui est très efficace, en fait. Au moment où nos coutumiers ils étaient en train de mettre en place toute cette manière d'agir, le gouvernement il était encore en train de s'organiser avec l'État français pour savoir quelle réponse ils allaient donner aux Calédoniens. Ça a pris 2 semaines. Les 2 semaines passées, on était déjà avec des familles qui recevaient nous des denrées alimentaires qui venaient des îles. Il y avait pas, enfin, ça a vraiment comblé les choses, quoi. Donc c'est quelque chose qui est pointé aujourd'hui. Donc là, on est on est en phase de déconfinement progressif, mais tout le monde a bien compris que là, on a mis en évidence une capacité à s'organiser qu'on peut considérer un mode de fonctionnement informel, quoi. Donc voilà ce que je voulais partager. Je sais, ouais, c'est vrai, c'était un peu ce partage-là que tu voulais qu'on évoque. Ouais, c'est pour moi ce que je voulais en fait mettre en lumière avec cette conversation, c'est quelle est la différence entre l'institution et la culture. Et la culture, pas au sens de culture qu'on consomme, mais la culture qu'on vit au jour le jour, comment on vit avec nos familles, comment on vit avec notre relation avec la terre, comment on vit avec nos rituels. Et donc là, ce qu'on voit en Calédonie et entre la solidarité des petites îles et la capitale, c'est qu'il y a eu un décalage entre les institutions, alors que d'habitude, et c'est le cas en Tunisie aujourd'hui, on se base que sur la réponse institutionnelle. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu disais justement, d'habitude, on voit pas ce mécanisme coutumier qui se met en place. Pour les cyclones ou pour d'autres événements, on attend l'appel des scientifiques, on attend la distribution alimentaire, etc. On n'est pas dans cette proactivité. Alors que là, avec un sentiment vraiment instinctif, difficile à expliquer, autre que instinctif, je pense, hein, les chefs se sont organisés
avec la structure sociale existante. Et cette structure, elle s'est mise en place parce qu'elle existe et qu'elle est solide, même si elle est invisible. Elle est invisible au quotidien, mais s'il y a un décès ou s'il y a un mariage, on la revoit. Elle ressort, cette structure. Moi, pour compléter ce que tu dis aussi, Soraya, c'est aussi un rappel que finalement, en situation de crise, parce que c'est quelque chose qui a bousculé les lignes. On est face à une pandémie qui nous oblige à rester à la maison, alors qu'on voit pas ce qui nous oblige à rester à la maison. Et c'est aussi de comprendre finalement qu'on a des valeurs sûres, des valeurs culturelles qui sont sûres. Et la plus grande majorité de la population kanak s'est raccrochée à ça. On s'est rappelé à ce moment-là que nos cultures, il y a pas mieux pour traverser ce genre de situation. Instinctive, oui, mais en même temps, un beau rappel, quoi. Un beau rappel et conforté. Voilà, comme tu dis, c'est vrai que quand on va être en situation de mariage ou de décès ou une cérémonie coutumière, c'est à ce moment-là qu'on fait les choses. Mais la pandémie nous a rappelé que on est des petits hommes et puis on est des petits hommes organisés en fait, grâce à notre culture, quoi. C'était quelque chose de particulier en tout cas. Et c'est la même chose, on en discutait avec Ernest, c'est la même chose au Vanuatu, par exemple, quand il y a eu une éruption volcanique il y a 2 ans qui a fait l'évacuation entière d'une île, les gens ne se sont pas trouvés sans terre. Alors que partout ailleurs dans le monde, où les États sont gérés par des structures institutionnelles d'État-nation, il faudrait compter sur le gouvernement pour avoir un logement, compter sur le gouvernement pour avoir un statut de réfugié, ou etc. Alors qu'au Vanuatu, une île entière a été évacuée et chacun a retrouvé une terre et un jardin. Et en fait, ces mécanismes-là, peut-être que en donnant cet exemple, ça a l'air d'être un peu trop loin de la Tunisie. Mais pour moi, c'est vraiment pas loin du tout parce que ce que je voulais qu'on mette sur la table aujourd'hui, c'est mettre en lumière ces mécanismes qui existent ailleurs et qui sont encore très présents, très actifs et qui peuvent réagir immédiatement, comme en Calédonie, et essayer de réfléchir, d'avoir une autoréflexion sur notre tissu social et sur notre pays et quels sont les mécanismes qui existaient avant, qui existent toujours en temps de cérémonie ou en temps de besoin, et comment ils peuvent être activés en temps de crise. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, on n'a pas aussi attendu que le gouvernement fasse tout. Par exemple, les gens se sont cotisés et ont mis de leur poche pour construire un hôpital en 2 semaines à Sousse. Et ça n'aurait pas eu lieu si les gens n'avaient pas la notion du territoire, la notion de devoir social. Alors, chacun le fait avec son intention personnelle peut-être, mais il y a aussi cette notion de devoir social. Et ça, chacun a voulu servir sa ville, a voulu servir sa famille. Et on voit des gens qui font des collectes de dons pour Gabès parce qu'ils sont originaires de Gabès, ou pour Bizerte parce qu'ils sont originaires de Bizerte. Et cette solidarité, en fait, qui s'est mise en place pour pallier au déficit du gouvernement, on peut l'avoir comme déficit ou on peut l'avoir aussi comme structure informelle, comme Ernest a parlé, et qui existe et qui doit être activée et qui doit être valorisée au même titre que n'importe quelle autre réponse. Et je pense que si vous avez des questions, bien sûr, posez vos questions. Je voulais juste un dernier point, c'est la terre en fait, c'est l'attachement à la terre, parce que nous en Tunisie, on est une terre d'agriculteurs et tout le monde a un attachement à la terre. On va dire 95% des gens en Tunisie ont un attachement à la terre. Si c'est pas eux personnellement parce que il y a eu des problèmes d'héritage, c'est leurs grands-parents. Et cet attachement à la terre, il devrait permettre d'avoir justement des denrées alimentaires, il devrait permettre de subvenir à nos besoins quotidiens. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, même si on a un attachement ancestral à la terre,
qui est à une génération ou deux maximum, pourquoi il n'y a pas eu ce rattachement à la terre en temps de crise? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai quelques éléments de réponse, je n'ai pas toutes les réponses. Le deuxième point, c'est la gestion de la crise. Quelles sont les informations qui ont été prises en compte pour décider de cette gestion de la crise au niveau institutionnel? Est-ce qu'on a fait appel à notre de gestion de la crise historique? Et par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont rappelé que dans notre système de loi islamique, on a des modèles de gestion de crise sociale. Est-ce qu'on a fait appel à ça? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en Tunisie pour qu'on soit dissocié de choses qui peuvent être positives dans notre côté? Donc, ça, c'est deux questions que je pose sur la table alors qu'on boit notre café virtuel, imaginaire en temps de Ramadan. Alors, par exemple, là, le corps de l'humain, il a enregistré des choses, parfois plusieurs fois millénaires, qu'il ne soupçonne pas et qui dictent son comportement. Soit par rapport au fait de s'asseoir l'homme à côté de la fenêtre ou à côté de la porte dans une chambre, soit le comportement social. Là, il y a quelques scientifiques qui sont en train d'analyser aujourd'hui des comportements absurdes qui n'ont pas d'explication, mais qui trouvent leur origine dans des traditions ou dans des coutumes ou dans des histoires tellement enfouies qu'on les a oubliées, par exemple. Et ben, j'aime bien faire l'analogie avec les animaux, par exemple. Un chien, quand il veut dormir, il fait plusieurs fois le tour de l'endroit, même s'il est dans un lit douillet. Au fait, il est là, il fait ce tour-là parce que dans la nature, quand il fait ça, il fait casser l'herbe pour qu'il dorme normalement. Et ces mécanismes-là qui sont enfouis dans le corps, dans sa biologie, dans son comportement, se trouvent aussi à un état social. Il y a des choses qu'on fait et qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, mais elles dénotent d'un legs historique, personnel à l'échelle de l'homme ou social à l'échelle de la société, qui a à un certain moment dénoté et marqué sa puissance et son importance. Du coup, il est transmis génération par génération jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à un certain moment où il y a une crise. C'est pour ça que les crises, elles sont très révélatrices. Elles font sortir ce genre de trucs pour montrer il y a des choses qui fonctionnent normalement. Tu as dit tout à l'heure que, on en a parlé l'autre jour, c'est que ce système-là, on l'a pas totalement perdu parce qu'on est à une génération ou deux de ça. Il y a d'autres personnes qui l'utilisent et qui vivent avec aujourd'hui. Donc, c'est ça en fin de compte. C'est ce legs-là par rapport à cette société moderne. Par exemple, chez nous, c'est la post-indépendance qui a éventuellement essayé. Et c'est des choses aujourd'hui qui sonnent faux, tu vois. Par exemple, par rapport à ce retour à la communauté, la Tunisie moderne a vu qu'il fallait oublier ces communautés-là. Donc, c'est ça, enfin. On disait les Arouch, les tribus, tu vois. Et du coup, à un certain moment, on a décidé qu'il n'y aurait plus ça. Mais alors que c'est des choses qui venaient de la nuit des temps. Et une chose qui dure pendant des milliers d'années et des centaines d'années, bah, si elle n'était pas bonne, elle n'aurait pas survécu. Par exemple, c'est ça en fin de compte. Parce qu'avant, ces tribus-là, son rapport à l'État, c'est un rapport conflictuel. Bah, ils s'autosuffisaient en termes de nourriture, en termes de gestion de crise,
en termes, en fin de compte, de sécurité et tout. Et le rapport à l'État, c'était les impôts, c'est tout. Alors, Enfin, c'est pour intéressant. simplifier. Oui, mais ce point-là, il est vraiment intéressant parce que justement, nous, on est indépendants aujourd'hui. OK? Ouais. On va dire textuellement, on est indépendant. Donc, on est un État souverain. Mais pourtant, on adhère à un système qui voit toutes les choses dont tu viens de parler, les tribus, notre organisation sociale ancestrale, comme quelque chose qu'il faut éliminer. Alors qu'en Calédonie, c'est un pays qui n'est pas indépendant. Et justement, l'indépendance, c'est pour conserver la structure sociale. Et c'est intéressant de voir que nous, on est indépendants, mais qu'on a assimilé une structure sociale non indépendante, puisqu'on a assimilé une structure sociale qui est post-indépendantiste, mais aussi qui est importée. Avant l'indépendance, on avait aussi une structure de gouvernement qui fonctionnait très bien. Mais on n'a pas adapté cette structure de gouvernement. Donc c'est intéressant de voir les institutions telles qu'elles sont, et la passivité face au gouvernement qu'on a en Tunisie, d'attendre tout du gouvernement. Ça aussi, ça vient de la colonisation. Et ça prouve qu'il y a quelque chose qui s'est cassé ou qui a été oublié et qu'il faut le raviver. D'après moi, je pense qu'il faut le raviver, mais ça, c'est mon opinion à moi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour raviver cette mémoire? Oui. D'ailleurs, il y a un point qui est bizarre même dans la sémiologie, tu vois. Là, par exemple, dans les petits villages, là, c'est des villages post-indépendance qui se sont faits pendant la période où on regroupait les paysans et pour demander quelque chose, d'ailleurs. Par exemple, pour avoir de l'électricité. Il appelle ça teshki, tu vois. Comment tu te plains pour avoir. C'est pas qu'une demande. Et c'est ça, même dans le langage, ça dénote d'une certaine, vraiment, à un certain moment, on a oublié ce système-là et c'est toute cette structure organisationnelle. Et ça devient l'État, on lègue tout à l'État. Et on voit après coup, là, ça fait 60 ans d'indépendance que ça marche plus. Ça n'a jamais marché de toute façon. Ça a marché à un certain moment parce qu'il y avait 4 personnes dans le pays. Aujourd'hui, on a dit ça marche plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi on lègue tout à l'État alors qu'on sait que ça ne marche pas? Pourquoi on a perdu notre souveraineté individuelle en fait? C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas envie de nettoyer devant chez eux? Ils attendent qu'on vienne nettoyer devant chez eux. La confiance, quoi. La passivité, qu'est-ce qui a imposé cette passivité? Non, c'est un problème qu'on avait traité avec Sihem, si tu te rappelles, Amin. Il y a un problème de confiance et un problème aussi de mode d'appropriation de l'espace. C'est qu'ils ne sentent pas que l'espace public est une composante de leur vie, d'une part, parce que l'État ne prend pas en charge correctement les espaces publics. Il y a une sorte de délaissement et les gens pensent qu'ils sont en train de payer les taxes et il n'y a pas de retour décent. Donc il y a ce malaise, je pense. Et dans les villages, les gens aussi, moi quand je vais dans mon village, je vois les jeunes assis au café qui attendent un travail. Alors qu'ils ont des terres devant eux. Quand ils sont au café, ils voient les oliviers, ils voient la terre devant eux. Ils vont pas travailler la terre. Là, on a un problème avec ces structures de village-là. Alors, les choses, je pense qu'elles n'ont de valeur que si elles récupèrent quelque chose de vraiment ancien et de vraiment ancré dans l'esprit et dans les communautés. Ces villages-là, ils sont tout nouveaux.
ces villages-là, ils ont été créés de toutes, il y a 50 ans ou 60 ans, en période de crise. Ils ont été créés parce que l'État a décidé à un certain moment qu'on devait regrouper tout ce beau monde-là pour créer des villages, alors que techniquement, depuis des milliers d'années, on ne se regroupait pas parce qu'on ne pouvait pas se regrouper. Ça ne marchait pas de se regrouper quand on est paysan, même qu'il y a deux frères ils devraient être l'un loin de l'autre, 200 mètres, pour que chacun ait son espace de vie, pour qu'il n'y ait pas de conflit, parce qu'il y avait des animaux et tout. Alors que l'État, elle a créé ces villages-là de toutes sortes il y a 60 ans. Il y a 60 ans, l'État, quand elle a regroupé ces gens-là, c'était par rapport au fait de créer un tissu économique, enfin, pour simplifier, de ramener l'électricité, l'eau, l'école et tout. Mais elle a oublié on ne crée pas une ville ou un village comme ça, d'un rien, ça n'est pas comme ça. Alors, au premier moment, tout le monde travaillait dans les fermes, récupérer des colons. Après la nationalisation des terres tunisiennes, on était avec des villages qui comportaient 50 familles, 20 familles, 30 familles, et ces familles-là, elles étaient là, et tout le monde, tous les pères de famille travaillaient dans les coopératives. Et après, à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième génération, le village, et moi j'ai vu des villages passer de 50 familles à 3000 familles. Parce qu'il y a la deuxième et la troisième génération qui vient. Et du coup, ils se retrouvent dans un endroit, dans des non-lieux. Là, ils sont oubliés par l'histoire, parce qu'on ne fait pas comme ça, on ne crée pas comme ça un village. Je te donne un exemple, par exemple, le village de Jougar. Ça, le Jougar, c'est la source d'eau qui venait jusqu'à Carthage. Déjà, Jougar, c'est un petit village derrière Fars. Et Fars, qui est une petite ville derrière Zarouën, la capitale de cette province-là, et Zarouën, qui est encore un petit gouvernorat derrière la capitale. Tu vois. Et Fars, le Jougar, c'est un village dans une impasse. Il y a une route qui mène nulle part, qui mène à une montagne. Et cette montagne-là, à un certain moment, il y a un colon qui est venu, qui a trouvé les terres qui étaient très belles et tout. Il a fait sa ferme. Donc, l'État, quand elle a récupéré cette terre-là, elle a greffé à cette ferme-là un village. Aujourd'hui, il y a un village tout au bout, à flanc de montagne, dans une impasse, là où il ne se passe rien. Il n'y a même pas une source. Dans la ferme de l'État, maintenant, il y a 5 personnes qui travaillent. Parce que l'État, à un certain moment, elle s'est désolidarisée de ces terrains-là parce que c'était plus possible de continuer à les gérer, donc elle les loue. Donc, aujourd'hui, on est passé d'un village qui travaillait, tout le monde travaillait dans cette ferme-là, à un village où même pas 0,1% de la population qui travaillait dans cette ferme-là. Alors que techniquement, dans cet endroit-là, c'est le seul endroit où on peut travailler. Il n'y a pas une autre structure économique. Oui, c'est le même cas de Charal. Oui, exactement. Le même cas de Charal. Charal, c'est un des plus grands domaines, c'est le plus grand d'ailleurs, le plus grand domaine étatique d'olivier. Et c'est une ferme récupérée coloniale et il y a un village créé là-bas qui faisait que travailler pour cette usine à huile d'olive. Il n'y a pas de travail. Donc, le village, il vit de rien. Exactement. Mais c'est pour ça que les gens, je pense que c'est ça le paradoxe. Les gens, pourquoi est-ce qu'ils se plaignent, Yeshki, pour avoir? Parce qu'à un certain moment, il te dit, j'ai pas choisi d'être là. C'est l'État qui a imposé à ces gens, d'une manière ou d'une autre, de s'installer ici. Alors qu'une ville, généralement, elle se crée par le besoin. Elle crée parce qu'on a besoin d'être ensemble, parce qu'il y a un besoin économique, parce qu'il y a une opportunité. Alors qu'aujourd'hui, quand l'État décide, taf, là, il y a une ville, eh ben, monsieur ou madame l'État, assurez-nous qu'il y ait jusqu'au bout cette assistance.
C'est le même modèle des villes minières, en fait, des villes minières européennes ou ailleurs. Mais ce point-là de souveraineté et d'indépendance, il est vraiment important parce que, justement, en Calédonie, beaucoup de gens se battent pour l'indépendance, mais je pense que c'est important de voir les cas des pays indépendants qui sont pas souverains pour voir que le travail, c'est beaucoup plus que l'indépendance. Moi, je voulais juste revenir, Soraya, sur ce que je sais pas, la personne qu'on voit pas là sur l'écran, mais ce qu'il disait tout à l'heure, c'est la question du lien. Voilà, le grand frère là, sur la question du lien de confiance. Le lien de confiance, c'est ça qui est au centre en fait de notre organisation à nous sociale. Là, quand tu parlais à un moment donné Amine, tu parlais des villages qui ont été construits après la colonisation. Nous, ça, il y a eu la période des réserves où le peuple kanak était regroupé dans des réserves. Au moment où on est sorti des réserves, où le droit a permis que le peuple kanak sorte des réserves, la première démarche, il y a eu toute une démarche de reconnaissance du lien à la terre. Les gens ne pouvaient plus bouger parce qu'ils se sont installés à certains endroits. Et c'est plusieurs générations qui ont grandi dans des endroits qui sont pas les leurs, en fait. La première démarche qui a été engagée, c'est la démarche de chercher à qui appartient ces terres, de revenir et faire un geste de réconciliation, de pardon. Parce qu'on occupe des terres qui ne nous appartiennent pas. Il y a des gardiens qui sont là, des propriétaires. On parle souvent de gardiens de l'espace, gardiens de l'endroit. Et c'est comme ça que beaucoup de choses se construisent, un lien de confiance qui se construit parce qu'il y a une reconnaissance aussi de ceux qui sont là à la base. Et tout s'organise autour de ça. Les anciens les propriétaires finalement vont être plus légitimes pour travailler avec les autres, placer les autres familles, les autres clans autour d'eux. Et c'est comme ça qu'on a construit nous, il y a quelque chose aussi de particulier au pays. C'est quand on parle de culture, nous, c'est une culture que l'on vit, c'est une culture vivante en fait. Et que c'est quelque chose qui est en mouvement aussi. Nous, il y a des ça, il faut qu'on en arrive à bien observer. C'est que il y a rien qui est figé. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on va s'arrêter sur quel clan était là avant nous. Parce qu'on sait toujours qu'il y a quelqu'un qui était là avant nous. Et cette reconnaissance-là va permettre de travailler sur le lien de confiance. Et nous, ça, c'est quelque chose qui est primordial dans la manière de concevoir la société kanak. S'il y a bien quelque chose qu'il faut percevoir, c'est vraiment le lien de confiance. Et ça, il se construit par beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose de central, c'est vraiment la reconnaissance de qui était là avant et comment moi je me positionne par rapport à eux. Et est-ce qu'ils me permettent d'être ce que je suis actuellement? Et c'est cet échange-là que je vais avoir avec le clan qui m'accueille, c'est ça qui va faire qu'on va construire un lien de confiance et qu'on va installer comme ça des relations de confiance de génération en génération. Et ça, c'est des choses que les institutions aujourd'hui ne peuvent pas maîtriser. Et c'est quelque chose qui est pas écrit dans le marbre. C'est quelque chose qu'on le vit tous les jours. On nous rappelle continuellement. Souvent, quand on a des cérémonies coutumières, c'est là où on nous rappelle que voilà, il faut regarder comment tu es arrivé, ton chemin, pour arriver là où tu es. Je voulais juste rebondir un peu par rapport à tout ce que... C'est important parce que justement en Tunisie, il y a encore des endroits où on valorise ce lien et il y a des moments ou des endroits où il va être dévalorisé. Alors, et en partie, il va être dévalorisé parce que être le fils d'eux, au lieu d'être une information pour te placer dans l'espace et dans la continuité historique, c'est devenu un moyen de corruption. Donc c'est là où on n'a plus envie de dire on est le fils d'eux ou je suis seule et je me représente moi-même. Je ne suis pas attachée à une famille et ça ne me représente pas. Ou alors, au contraire, ça va être mis en valeur pour justement avoir des bénéfices. Et c'est là où on voit la perversion en fait de cette question ou la perversion de ce lien de rattachement historique. Au lieu d'être un moyen de te placer dans l'espace et dans le temps, ça devient un moyen de perversion. Alors, il y a un lieu en Tunisie où, d'ailleurs, il y a des endroits
Il y a plus que un. Il y a des endroits, il y a la ville de Sfax, par exemple. La ville de Sfax, c'est une ville où le lien social est encore très, très fort. Et en partie parce que les relations de parenté, les relations familiales sont encore très fortes et très présentes, mais aussi l'attachement à la terre. Donc, on peut voir la différence entre Sousse et Sfax, alors que c'est des villes qui sont côte à côte. Il y a aussi le problème social. C'est que dire qui on est, c'est valoriser si on est d'une classe sociale supérieure, mais pas tellement si on est d'une classe ouvrière ou si on est agriculteur, etc. Et ça aussi, c'est parce que il y a cette, je sais pas, cette couverture, ce voile de lecture coloniale où on n'est pas fier de dire qu'on est fils d'agriculteur, on n'est pas fier de dire son nom, le nom écorché, etc. Donc ce lien de confiance, d'appartenance au clan, on l'a normalement et on l'a toujours, mais dans beaucoup de cas, il est très fragile ou il est nié. Je sais pas, vous avez peut-être des choses à dire sur ce point. Ce n'est pas, par exemple, peut-être un problème identitaire beaucoup plus profond qu'un problème de confiance. Ça ne sera pas aussi une sorte de crise identitaire qu'on est toujours à la recherche de cette identité. Tu peux dire un peu plus sur ce point? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de problèmes de confiance, le rapport entre l'État et les personnes et les individus, mais un problème d'identité, du genre, qui sommes-nous, quelles sont nos origines, d'où on vient, toutes ces questions qui n'ont pas été peut-être répondues au cours de l'histoire. Et on se retrouve dans une situation vraiment où on ne peut pas avancer. Il y a ce malaise, il y a qui est peut-être qui a été causé par la colonisation, peut-être d'une part, mais aussi par tous les systèmes politiques qui se sont suivis après l'indépendance. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu une réponse vraiment, une réponse politique aux problèmes sociaux qui se sont régénérés. Donc, on est toujours, et d'ailleurs, on le remarque après la Révolution, il y a une sorte de dualité qu'on est en train de voir et qui sont axés principalement sur les problèmes identitaires, que ce soit les origines, je sais pas, arabo-musulmanes, les berbères, l'identité, le nationalisme, toutes ces questions et tous ces problèmes sont réapparus après la révolution en Tunisie, et il y a une sorte de rupture du tissu, disons, social à l'échelle du pays. Et on le retrouve en politique. Donc, il y a toujours 2-3 clans qui s'opposent. Je rebondis sur ça. Il y a un point qui m'a toujours interpellé. En fait, je pense que la colonisation et l'État après indépendance, ils ont causé. Il y a eu à un certain moment un problème. Je pense qu'en Tunisie, on a été précipité vers la modernité. Tous les peuples, ils ont eu le droit à leur modernité qui l'ont fait par leurs propres moyens, par une évolution à la limite naturelle, darwinienne des choses. Et du jour au lendemain, on a été précipité vers un nouveau mode social et communautaire
auquel on n'était pas encore prêt. Et par exemple, c'est par rapport à la relation aux paysans. Tu vois. Maintenant, même dans les feuilletons de tous les jours, apparemment, même, j'ai pas la télé à la maison, donc je sais pas, mais il y a des échos, en fait, même par rapport aux feuilletons aujourd'hui, pour rigoler ou il faut faire passer quelqu'un pour un paysan qui parle d'une manière différente, en fait, on a considéré que le paysan, c'était une connerie, que le paysan, c'était un moins que rien, alors que c'est quelqu'un qui a un legs social, historique, culturel, plusieurs fois millénaire. On a rendu les paysans, en Tunisie comme ailleurs d'ailleurs, des agriculteurs. Donc, on a tué le paysan avec tout son legs et on l'a rendu agriculteur. Juste, c'est un fonctionnaire qui fait un travail machinal avec des machines, alors que réellement, il a un savoir et un savoir-faire plusieurs fois millénaire. Je prends un exemple très simple par rapport à cette standardisation. Je prends Jerba, Matmata, Touz. Ce sont trois petites villes sur la même ligne latitude, et sur 500 km de distance. Ces trois villes-là, elles ont développé une architecture très spécifique. Parce que cette architecture-là, elle est relative au lieu, avec les moyens qu'on a sur le lieu. Et par exemple, Djerba, c'était une architecture très ibadite, on dirait, elle est moulue à la terre. Matmata, c'est une architecture qui est creusée dans la terre. On a des troglodytes sous terre. Et Touzr, on dirait qu'on a pris la terre de Matmata et on a fait des briques et on a construit des maisons à Touzr. Maintenant, l'extension de Jerba, la ville, c'est la même extension que Matmata. C'est la même extension que Touzr. Le mode architectural, tu vois, tout le monde, maintenant, quand on voit j'explique, quand on voit une image de Jerba ancienne, on sait que c'est à Jerba, à Matmata que c'est à Matmata, et à Touzr, on fait à Touzr. Aujourd'hui, on prend un nouveau quartier à Jerba, il a la même image qu'un nouveau quartier à Matmata, il a la même image qu'un nouveau quartier à Touzr. Et c'est ça, entre la spécificité, qui est un legs historique, social, et la standardisation, qui est le legs de cette modernité pseudo. Qu'est-ce qu'on fait alors pour raviver cette mémoire? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Il y a trop de choses à faire. Il faut vivre nos localités différentes. Chacun doit vivre son local. Il doit savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a comme ressources naturelles, comme ressources énergétiques, comme tissu social. Et on doit partir de là, je crois. Je sais pas, la modernité, c'est quelque chose dont on a besoin, mais elle pose beaucoup de problèmes parce que elle rejette toute relation qui est sincère à nos origines. Parce que pour la modernité, l'efficacité, le temps, la productivité, c'est tout ce que ça importe. Donc, je sais pas. Même, c'est difficile à dire comment on peut gérer ça. Pour revenir à la question des extensions des villes, je crois que le système économique nous pousse à produire nos villes d'une certaine manière, alors qu'avant il y avait toute une solidarité. Par exemple, toute la communauté, ça existe encore en Afrique, je sais ça en Afrique subsaharienne, que toute la communauté construit la maison du prochain marié du village. En nous, ça ne se passe plus comme ça. Donc, c'est tout à fait différent.
Nous, ça se passe plus comme ça. Il y a 50 ans, ça se passait. Il y a 40 ans, c'était encore comme ça. Tu vois. Oui, même à Gerba, il commence avec une unité, après une autre extension, une autre unité, jusqu'à créer le house, toute la famille. Donc, c'est difficile à dire. On est complices. On est complices comme ça. Donc. On est complices, on veut pas vivre avec notre famille. On vivait avant. Comme aujourd'hui. Mais il faut dire qu'avant, il y avait beaucoup plus d'espace. C'est-à-dire, il y avait la famille, et la maison était grande, l'espace urbain, peut-être la population était moindre, donc il y avait beaucoup d'espace pour digérer cette façon de vivre. moi, je pense que un des modes, justement, de se rappeler, c'est de voir ailleurs. Je pense qu'il y a vraiment un pouvoir dans la mise en perspective, de s'observer, de voir ailleurs, parce que on peut pas se voir nous-mêmes, on peut pas. Il y a deux choses. Il y a ça, il y a la mise en perspective avec un autre endroit. Il y a des mécanismes qu'on peut observer, mais il y a aussi le moment de crise. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir cette conversation justement parce qu'on est dans un moment de crise. Donc là, ça nous force à regarder les choses d'une autre manière et à voir ce qui marche et ce qui marche pas et comment on peut compter sur soi-même, sur quel mécanisme on peut mettre en place. Mais regarder ailleurs, ça aide aussi à la réflexion et à raviver la mémoire. Je pense qu'il y a vraiment un pouvoir dans ça. Donc, oui. Voilà. Oui, ce qui est intéressant, c'est que là, quand regarder ailleurs nous fait découvrir ce qu'on était avant. Quoi. C'est ça, c'est exactement. C'est ça ce qui est intéressant, parce que le modèle, il est là. En fait, je pense que les humains ne sont pas trop différents. Tu vois. Je pense que j'ai beaucoup de plus d'affinités et de points proches de Déméné, qui est juste à côté là, qui est de l'autre côté de la planète, réellement, avec je sais pas, quelqu'un qui est en Italie, tu vois, qui est juste à 20 minutes de chez moi en bateau. Donc c'est ça, en fin de compte, c'est pas très différent, enfin, parce que l'homme, c'est un besoin physiologique qui a répondu par un certain nombre de points dans son vécu, dans son et là c'est ça en fin de compte. Moi je veux poser la question à des aujourd'hui par exemple nous à l'école d'architecture on a été tout le temps bercé par le projet de Lorenzo Piano là, qui est le centre culturel on l'a toujours Tibao. Donc, qui est juste à côté de toi, j'imagine. Alors, ce centre culturel-là, pour nous, c'était une réponse contextuelle mythique. Parce qu'il s'est inspiré des bâtisses Kanak, il a su il a su utiliser le potentiel du lieu, cette image forte, cette image de cyprès. Et qu'est-ce qui fait par exemple, de votre point de vue, et je ne sais pas, parce que nous, on véhicule l'image que c'est un projet beau qui fonctionne. Déjà, est-ce qu'il fonctionne bien? Et qu'est-ce qui fait que c'est un projet j'aimerais bien entendre votre point de vue là-dessus. Moi, je dirais que il y a quelque chose qui est central dans la manière dont ça a été pensé, ce projet. Ça arrive au moment où la revendication kanak, elle est identitaire. Et là, je fais le lien avec ce que le grand frère tout à l'heure, il a abordé là. Qui on est à un moment donné où on doit décider de l'avenir institutionnel du pays. C'était des questions qui se posaient à ce moment-là quand le vieux Jean-Marie Tjibaou, il portait la revendication du peuple kanak. Et la seule chose qui nous fait, nous,
c'est qui on est, en fait. C'est notre culture vivante, en fait. Et il fallait le poser. Ça a été le deal avec Renzo Piano, c'est de, que quand le Kanak il rentre dans cet endroit-là, il est chez lui. Oui. Il oublie Donc, le c'est comme ça livre que ça a été. d'histoire, nos ancêtres les Gaulois. C'est pour ça, voilà. Et nous, Manu Tibau, qui est le fils de Jean-Marie Tibau, qui est à la direction aujourd'hui du centre culturel, là, on est en lien encore pour des projets qu'on a ensemble. On est sur cette culture-là qui est en mouvement, cette culture vivante. Nous, on continue de s'interroger, même si c'est vraiment ancré, hein, un mode de fonctionnement coutumier qui est bien ancré. Mais on sent aussi la fébrilité du peuple kanak parce que les influences de l'extérieur arrivent quand même et s'imposent à nous, aux portes de nos cases. On a aussi les telenovelas aussi qui arrivent dans les prévus maintenant. Nous, c'est aussi des choses auxquelles on doit faire face aujourd'hui aussi. Et ça, c'est le contenu qu'on donne au-delà de l'architecture du bâtiment. Exactement, En fait, oui. au-delà de Ça, on ne le l'architecture connaît du pas, bâtiment, nous. On veut voir ce détail-là, qui est à l'intérieur, l'âme, la vie. ben nous, c'est justement ça. C'est nous qui faisons vivre l'espace. C'est pas quelque chose où on a des. Bien sûr, il y a des espaces, enfin, il y a des lieux où il y a les expositions enfin, des grosses expositions. Mais au-delà de ça, nous, on doit prendre notre place. On doit prendre notre place dans ces espaces-là. Et c'est comme ça qu'on travaille actuellement ces derniers temps. Moi, je suis rentré récemment de métropole, hein, c'est l'année dernière. Je suis arrivé, j'ai rencontré Manu parce que avec la grande sœur Soraya et tout ça, on est aussi sur cette démarche-là. Nous, on doit se questionner aussi parce qu'on arrive à un virage de notre histoire, l'histoire institutionnelle, où on se retrouve plus, nous, dans le calendrier institutionnel, où la politique veut nous emmener. Et on s'est rendu compte, et ça a été confirmé là, avec la pandémie qui est arrivée là. Les structures sociales se sont organisées. Il y a des choses qui se sont mises en place, mais directement. On n'a pas eu besoin de faire les choses, de forcer. Et c'est des choses qui sont révélées à nous et on s'est enclenché, enfin, on a enclenché les choses, quoi. Nos familles qui étaient aux îles, ils ont montré que l'institution doit passer derrière l'organisation sociale. Et un point important sur ça, c'est que les squats ou les quartiers les plus, on va dire, défavorisés, c'est ceux qui ont reçu l'aide le plus vite. Et du coup, c'était en direction, c'est ça. C'était en direction des populations les plus défavorisées, on va dire ça comme ça, sur la capitale. Nous, on a des squats. C'est quand même joli, hein, de rester en squat, hein. C'est notre forme c'est pas du tout des bidonvilles, mais les gens, ils décident aussi d'habiter en ville, mais d'habiter aussi avec un mode on parle de cabane chez nous. Et donc, quand la pandémie est arrivée, toute l'organisation qui s'est mise en place, la solidarité, était directement en direction de nos familles qui étaient dans les squats. Et les 2 premières semaines, le temps que le gouvernement se mette en place pour trouver des réponses et tout ça, nous, les coutumiers, ils ont fait les choses. Et les institutions des îles et de la province nord, qui sont indépendantistes, se sont rangés derrière les coutumiers pour suivre les directives qui ont été prises dans les chefferies. Et du coup, ceux qui ont besoin de plus d'aide, là, c'est les quartiers justement favorisés, les riches, parce qu'ils peuvent pas recevoir de produits importés. Ils peuvent pas, ils savent plus rester, voilà. Puis, ils n'ont pas cette organisation qui leur permet de vivre normalement parce que non, moi là je suis à la mairie de Nouméa, hein, je travaille à la mairie de Nouméa. Pendant le pic de la pandémie, on était plutôt à gérer les quartiers sud. Donc c'est les quartiers sud, c'est là où c'est toutes les grosses richesses de la Calédonie est concentrées. C'est pas des petites richesses, hein, c'est vraiment. Et eux, ils avaient du mal, hein, dans leur gros manoir, dans leur château, là, ils avaient du mal à rester confinés. Et ça, c'était nous.
Mais Ouais, pour c'était vraiment. montrer un point positif justement en Tunisie, puisque là c'est le Ramadan, on voit aussi la solidarité innée qu'il y a dans la communauté. Tout le monde fait des paniers, tout le monde Mais des courses supplémentaires. Les gens font ce qu'ils peuvent et plus que ce qu'ils peuvent d'ailleurs pour subvenir aux besoins de ceux qui en ont besoin. On ne va pas non plus ignorer cette solidarité qui est ancrée surtout dans le mois de Ramadan, où on voit des centres de distribution qui se sont organisés entre voisins, entre quartiers, et les gens distribuent de la nourriture aux familles qui en ont le plus besoin. Chose qu'on voit pas Soraya, à Paris, hein. On va pas non moi, plus. c'est la première des choses, c'est la chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai fait le Maghreb. C'est là où je me suis reconnu. Moi, c'est Amine, moi, je te rejoins. Je suis très proche de toi quand je vois la solidarité qu'il y a dans les pays du Maghreb. Avant de rentrer, on était en Algérie, en Kabylie, dans un village, Sahel, pour un gros festival, le festival Raconta. Ce festival-là, quand il s'organise, nous, on s'est sentis chez nous là-bas. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Amine. Moi, là-bas, on a nos grands frères, on a nos mamans qui sont là-bas. Quand on y était, on a apporté, nous, notre culture vivante pour partager avec les frères de là-bas. Mais on est arrivé à un endroit où on pouvait être. Bon, c'est juste la chaleur qui nous rappelait qu'on n'était pas à la maison, mais, euh, mais voilà, on se sentait chez nous. On a vécu quelque chose de vraiment de. Il y a quelque chose de magique aussi, le Maghreb. Ça aussi, en tout cas, la Kabylie, c'est de voir tout ce que la diaspora a fait pour que le village soit vraiment accueillant. Mais c'est vraiment particulier, quoi. Moi, moi, j'entends hein, quand Soraya, Amine, vous dites, tu vois, quand on peut aller regarder loin, mais là, juste à côté, là, chez vous, vraiment, il y a des villages. Nous, on a appris beaucoup de choses aussi en allant là-bas. On a ramené tout ça et on repart l'année prochaine, Inch'Allah. Tu as raison, en fait. Regarder ailleurs, ça veut pas dire loin, hein. Mais regarder là où ça marche, en fait. Là où il y a ces éléments qui peuvent nous rappeler ce qu'on a oublié. Oui, parce que normalement, c'est pas très très loin tout ça. Entre Sousse et Qal'a Kbira, par exemple, c'est 20 minutes et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont retournés à leur ferme, qui sont retournés au terrain des grands-parents et ils sont en train de cultiver des légumes et vendre les légumes maintenant. Exactement. Hier, Jacques, j'ai vu un article passer devant moi. J'étais à moitié endormi. Enfin, c'est que, par exemple, en 2008, après la crise des subprimes et tout, la ville de Détroit, c'était la ville américaine la plus touchée parce que c'était une ville qui est dédiée à l'industrie des voitures. Donc, la ville, elle est passée de 2 millions d'habitants à 800 000. Et c'est les plus pauvres qui sont restés. Et les plus riches, tout le monde est parti. Automatiquement, les gens se sont mis dans la culture comme ça, des interstices qu'il y a dans la ville, ils ont fait des fermes urbaines. À peu près, je pense qu'il y a 1400 ou 2000 fermes qui se sont faites automatiquement. Parce que les gens, l'acte premier, quand on est abandonné, c'est de cultiver la terre pour manger. Ça, c'est humain. Et apparemment, c'est une des villes aujourd'hui qui est en train de gérer au mieux cette nouvelle crise. Il faut dire aussi qu'ils sont à majorité africains-américains. Ah oui, bah oui. C'est pas un détail. Oui, non, c'est pas un détail, c'est très important, tu vois. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Il y a des choses qu'on soupçonne pas, en fin de compte. Comme je disais tout à l'heure, ils sont profondément enfouis dans le subconscient et dans l'inconscient des gens. Et à un moment, tu sais pas quand, mais ça surgit. Il y a des choses là qui sont bien gardées. Il y a aussi une sorte de retour vers la source. Il y a cette envie de retourner vers la source avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde au niveau de la pollution, au niveau des crises économiques, au niveau des crises aussi sociales, au niveau de beaucoup de problèmes qui sont en train d'apparaître. Il y a aussi un exode urbain qui est en train de voir le jour.
Ce n'est plus l'exode rural des années 70 et 60. Tout le monde va à la recherche du travail. Maintenant, les préoccupations sont devenues des préoccupations disons, de survie. C'est les éléments les plus élémentaires de la vie qui devront être assurés et qu'on ne le retrouve pas avec ces systèmes politiques qui sont apparus. Maintenant, vous voyez, avec cette pandémie, les problèmes sanitaires, enfin, les problèmes de la politique sanitaire des États. Donc malgré que les citoyens sont en train d'apporter de l'aide à l'État, dans les années passées, dans les années 80, 90, 2000, d'accord, mais il y a toujours un problème de gouvernance, il y a un problème aussi de partage de richesses, ce qui fait que les gens en ont marre et ils veulent maintenant retourner à la source et ils disent, bon, je travaille toute ma vie et après je ne trouve pas un hôpital où je peux me faire soigner. Et on sent déjà nous en tant qu'architectes, du moins personnellement, j'ai beaucoup de clients maintenant qui sont en train d'avoir des terrains agricoles un peu loin de la ville et ils veulent s'installer dans ces régions un peu lointaines de la ville et de l'encombrement de la ville, des problèmes de la ville. Et il y a une sorte d'exode urbain qui est en train de voir le jour. Ça, justement, c'est un point qui, quand j'étais au Chili, m'a vraiment marqué parce que toutes les personnes qui avaient un attachement à la terre ancestrale, même de notre génération, ont tous gardé l'attachement à la terre. Et les gens, ils ont Casa de Campo. Bon, ça s'appelle en français maison de campagne, mais c'est plus que ça parce que vraiment, c'est un rattachement à la terre, même si on habite en ville, même si on habite dans un centre urbain très, très contemporain. Santiago de Chile, c'est vraiment une ville énorme et contaminée, etc. Mais la plupart des gens ont un attachement à la terre. Et être agriculteur, c'est pas être fallah au sens négatif du terme. C'est d'ailleurs quelque chose de très valorisé, ce qui les a aidés pour un domaine que je connais un peu dans le marché de l'huile d'olive. Parce que le jour où ils ont voulu cultiver, ils se sont mis à la hauteur des pays ancestraux alors qu'ils venaient de commencer à cultiver l'huile d'olive. Nous, on a dans notre marché justement une dévalorisation du paysan qui est devenu une main-d'œuvre. Et si on retourne à la terre, c'est pourquoi tu fais ça, quel intérêt? Il n'y a pas cette culture, même dans les familles aisées, il n'y a pas cette culture d'agriculture. Alors que s'il y avait même dans les familles aisées, ça permettrait aussi de diffuser cette culture à travers les couches sociales, je pense. Donc, on va tous retourner à la terre, là. C'est fait, moi. Ça fait 10 ans. Moi, j'habite dans la Médina et c'est intéressant de voir la Médina parce que, justement, nos maisons anciennes, elles étaient autosuffisantes. Être confiné, là, dans cette maison, c'est pas la même chose qu'être confiné dans un appartement. Et même si je suis pas en terre agricole, on a accès au soleil, on a normalement un puits. On est autosuffisant en eau. On a des lieux pour conserver la nourriture qui n'ont pas besoin d'un réfrigérateur, etc. Donc notre architecture ancestrale des villes des Médinas, elle a l'autosuffisance ancrée et puis on n'avait pas le confort qu'on a aujourd'hui dans les maisons, donc il n'y en avait pas besoin. Non, c'est la différence entre des systèmes qui sont plusieurs fois centenaires ou plusieurs fois millénaires parce qu'ils se sont faits par la correction des fautes qu'ont fait les hommes, quoi. Et les systèmes qu'on étudie, les systèmes qui sont préfabriqués ou je ne sais
qui n'importe scientifique ou sociologue ou architecte qui a décidé qu'une porte devrait avoir cette taille-là, qu'une fenêtre devrait avoir cette taille-là et tout. Et c'est ça le problème. C'est par rapport à, comme a dit Aat tout à l'heure, c'est cette standardisation de l'homme et de son vécu. Aujourd'hui, on a le même appartement n'importe où sur la planète, c'est ça. Tout le monde regarde. D'ailleurs, Amine, je reviens à Ernest. C'est leur combat, c'est à la fin, c'est la communauté qui a su gérer. Donc, c'est quelque chose d'organique. En contrepartie, tout ce qui est standard, ce qui est l'État, n'a pas pu faire la même démarche que, ce qui veut dire que, d'une manière ou une autre, ce qui vient naturellement de l'homme, il est beaucoup plus fort que tout ce qui est institutionnalisé. C'est-à-dire, il y a quelque chose de naturel dans les gestes communautaires, dans les gestes humains, que la loi, l'État et tout ne peuvent pas créer avec des décrets, des lois et tout. Donc, c'est ça la magie de l'être humain. C'est qu'il peut s'organiser vite d'une manière organique. Oui, il y a deux choses que je voulais juste apporter pour faire lien avec tout ce qui se dit. C'est du coup pour le lien à la terre, le retour à la terre. Nous, il y a quelque chose qui est important ici au pays, c'est que tu peux avoir une catégorie socio-professionnelle importante dans une ville, être bien loti. Mais si au moment où tu dois présenter l'igname nouvelle à la chefferie, t'es pas là avec ton igname, qui est la tubercule un peu importante ici au pays. Si t'as pas ta part dans le clan, tu es un peu mal, quoi. Tu es un peu mal et ça te ramène à ta place. Et que c'est pas le compte en banque ou l'appartement qui va déterminer qui tu es dans l'organisation sociale. Mais c'est aussi les autres. C'est en fonction des autres. Donc il y a un aspect aussi important chez nous, c'est aussi ce moment-là, quoi. La nouvelle igname, ce moment-là, il est important parce que tout le monde doit être là pour partager. C'est un moment de partage, un vrai moment de partage. Tout le monde amène quelque chose, quoi. Moi, le Ramadan, ça me rappelle ça me rappelle beaucoup ce moment-là. Et, et du coup, le partage, il est toute l'année, on va cultiver cet igname pour préparer ce moment-là. Chacun doit faire l'effort d'arriver. Et à ce moment-là, on regarde pas si, au contraire, même si tu arrives avec un gros 4x4 et que tu as une grosse maison, il faut que ton panier il soit aussi rempli, soit présent aussi dans le cercle. Donc ça, c'est le retour et ça, de plus en plus, comme disait la grande sœur tout à l'heure, c'est que de plus en plus, nous, les générations, il y a eu un moment où on a été bousculés avec la modernité et tout ça. Les générations au-dessus de nous ont essayé de faire face, enfin, d'écarter un petit peu les éléments culturels, mais ça nous a vite rattrapés. Nous ici au pays, quand t'as les pieds bien posés sur la terre, ça te rappelle tout de suite où tu es. Et c'est surtout ces moments-là dans les moments culturels comme ça. Et là, ces derniers temps, comme disait aussi l'autre grand frère, c'est qu'il y a le retour à la terre aussi. Il y a des gens qui sont partis, qui ont fait des grandes études, qui reviennent et qui aujourd'hui veulent s'écarter aussi pour pouvoir retoucher la terre, pour pouvoir ramener leur igname dans l'organisation sociale, parce qu'ils ont compris que par ailleurs, c'est difficile. C'est difficile sans les éléments culturels qui sont en nous, quoi. Et on a pu voir, moi je l'ai vu, j'étais en France, quand on est en métropole, on voit le monde individuel qui est bien présent et que la chance qu'on a, en fait, ça nous rappelle la chance qu'on a, nous, au pays, quoi. Et du coup, quand on rentre, moi, j'ai pas mal de grands frères qui tout de suite vont aller s'installer un petit peu en dehors de la ville pour pouvoir planter, même si on peut pas être dans la tribu, on peut plus retourner à la tribu comme avant parce qu'on a nos foyers, parce qu'on a évolué dans nos carrières professionnelles. Mais on va chercher un endroit où on va pouvoir quand même planter l'igname et la ramener dans le cercle au moment où on va se retrouver avec nos familles. C'est aussi des gros rappels, ces moments-là, quoi. Donc il y a plusieurs, ça aussi c'est un des médiums qui nous permet de nous rappeler qui on est. Et
le deuxième élément, c'est savoir qui tu es, en fait, c'est avec les autres, en fait. C'est pas ta richesse ou c'est pas ce que tu as qui détermine qui tu es. Nous, en tout cas, nous, dans organisation sociale Kanak, c'est ta place. Et celui qui chauffe la case, celui qui a le rôle de chauffer la case pour que le grand chef soit bien, cette place-là, s'il n'est pas là, toute l'organisation peut être défaillante, en fait. Ouais. Et ça, nous, de plus en plus, ces derniers temps, on est en train de se rappeler que chacun a sa place. On a tous des champs, hein. On a tous l'agriculture. Pour nous, ça, on rencontre pas le même problème que ce que j'entendais tout à l'heure, hein, en Tunisie, où le critère de celui qui est agriculteur est mal connoté, quoi. Nous ici, c'est vraiment c'est important d'avoir son champ, quoi. Mais à côté de ça, c'est dans l'organisation pour aller jusqu'à la chefferie. Même ça, c'est des choses qui ont été construites, mais c'est quelque chose qui est vivant aussi. C'est chaque place enfin, chaque personne, en fait, sa place va être déterminée par la place de l'autre. Et ça, on a des éléments importants qui va faire ciment, c'est l'humilité, le respect et puis le pardon entre nous. C'est vraiment des moments où on va cimenter comme ça nos relations.